France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20, toute l'actualité sur France 3 jusqu'à 20h. Dans les Alpes, il sera question des déblais du chantier Lyon-Turin. Ils seront évacués par camion plutôt que par tapis roulant comme c'était prévu. Une petite commune de Maurienne se passerait bien d'un tel trafic. Nous verrons comment une association iséroise se bat contre le harcèlement sexuel avec un credo, il faut libérer la parole. Nous recevrons également l'iséroise Gwendoline Delbos-Corfield, membre d'Europe Écologie Les Verts. Elle connaissait les tendances de Denis Baupin, soupçonné de harcèlement sexuel. Et puis le cirque Pinder prend ses quartiers à Grenoble. Le chapiteau géant a pris racine en quelques heures dans les coulisses du Grand Barnum. Vous verrez que c'est une organisation millimétrée implacable. Carole Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale, une édition largement consacrée à l'initiative du Premier ministre Manuel Valls qui dégaine le 49.3 et engage la responsabilité du gouvernement sur la loi travail. Il n'y aura donc pas de vote sur le texte. Les déblais du chantier du Lyon-Turin font polémique en Maurienne. Les habitants de Montrichy-Albanne ont appris récemment que des norias de camions allaient transporter des matériaux excavés sur une portion de la route qui mène à leur commune. Le conseil municipal a pris une délibération à l'unanimité pour demander à TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, de revoir sa copie. Joël Serroni, Frédéric Pasquette. À la mairie de Montrichy-Albanne, de la fenêtre de son bureau, Sophie Vernet a une vue directe sur le futur site de dépôt des déblais du Lyon-Turin. Un site qui entrera en activité en septembre prochain. Et si Madame le maire est aujourd'hui irritée, c'est parce qu'elle vient d'apprendre que les matériaux d'excavation qui rejoindront cet espace ne seront pas acheminés comme prévu dans le projet initial. Il était prévu qu'une bande transporteuse vienne depuis Saint-Félix, qui est aussi un hameau de la commune. Mais cette installation n'est plus à l'ordre du jour. Pour des raisons techniques, des camions transporteront les déblais. Un choix opéré sans concertation avec la commune qui a voté une motion à l'unanimité pour demander une solution alternative. Cette bande transporteuse fait beaucoup. On est impacté à Saint-Félix, on est impacté par le plan d'art. On n'avait pas énormément râlé, mais là, les poussières, le bruit, le site de dépôt, plus les camions, ça fait trop. Sur ce tronçon de route de 200 mètres environ menant à la station des Carélis, une cadence maximum prévoit un camion toutes les 2 minutes. C'est trop pour le maire de Montrichy. C'est la moins pire des solutions pour son collègue et voisin maire de Saint-Julien-Mont-Denis qui veut raisonner sur le long terme. C'est le sacrifice de quelques années de chantier, mais ensuite un itinéraire pour ce qui nous concerne qui sera entièrement en souterrain pour tout ce qui est circulation de marchandises, en tout cas on l'espère. Du côté de TELT, tout est négociable. La concertation, même si elle arrive un peu tard, devrait permettre de trouver un terrain d'entente. On modifie, on adapte en permanence. Donc déjà, la solution qui va être retenue sera adaptée en fonction des souhaits du maire de Montrichy. Et également, en cours de chantier, on analysera au fur et à mesure ce qui va moins bien, et on sera capable d'adapter au fur et à mesure le transport. Un projet d'aménagement de la portion la plus sensible sera présenté pour sécuriser le secteur lors de la prochaine réunion en préfecture. Pour la première fois, les élus de Montrichy-Albanne seront autour de la table pour faire entendre leur voix. Alors que la loi travail est débattue à l'Assemblée et que le gouvernement a décidé de recourir au 49.3, des manifestations spontanées se sont déroulées un peu partout en France. Le mouvement Nuit debout de Grenoble a tenu son assemblée populaire quotidienne à la MC2, puis en ville, c'était vers 18h. Un rassemblement de plusieurs centaines de personnes qui estiment qu'un passage en force de la loi travail est une insulte pour le peuple et annonce une grande manifestation jeudi prochain. À Paris, le procès de Michel Néré et 8 autres prévenus se poursuit devant le tribunal correctionnel. Hier, la Cour s'interrogeait sur les cadeaux que l'ancien superflic de la PJ de Lyon avait reçus de ses indicateurs. Aujourd'hui, elle entendait 2 policiers de Grenoble qui étaient sous la tutelle de Michel Néré. Jean-Christophe Solari, Nathalie Rapuc.
Ce sont des policiers tendus qui se sont présentés à la barre du tribunal correctionnel de Paris. 5 ans qu'ils attendent de s'expliquer sur le volet stupéfiant de l'affaire Néret. Le président du tribunal débute par l'interrogatoire de Jean-Paul Marty, responsable du groupe Stup à Lyon à l'époque. Il reconnaît avoir donné à Michel Néret, son supérieur, 3 savonnettes de cannabis oubliées dans un placard après une grosse saisie pour rémunérer un informateur, mais pas plus. Mais la pression exercée par Michel Néret, après des saisies pour récupérer de la drogue, est très forte sur chaque agent. Il veut faire de gros coups et il a besoin pour cela de fidéliser 2 informateurs. Les Grenoblois Christophe Gava et son adjoint Gilles Guillotin essayent de se dérober à cette pression en affirmant avoir détourné de la drogue sans pour autant le faire, car on ne dit pas non à Michel Néret, indique Christophe Gava à la barre. Christophe Gava arrive, prend ses fonctions, je crois, en septembre 2010. Il a en face de lui une des légendes de la police judiciaire française. Il n'a pas envie, lorsqu'il est sollicité lorsque Michel Néret le sollicite, de venir le court-circuiter en alertant le supérieur de Michel Néret. Est-ce qu'il a eu tort? Il l'a dit tout à l'heure. Il dit oui, j'ai eu tort. Est-ce que c'est une infraction pénale? La réponse est non. 2 écoutes de l'IGS, la police des polices incrimine les policiers grenoblois, mais aucun fait matériel. La drogue en question a bien été incinérée, des procès-verbaux le prouvent, ils n'ont même pas été évoqués par le tribunal. Les avocats des policiers pourraient bien plaider la relaxe. C'est un excellent policier qui a eu une carrière remarquable avec vraiment une accession par la voie interne à des responsabilités importantes. Donc ça veut dire qu'il a fait ses preuves en interne et qu'il a toujours bénéficié de l'entière confiance de sa hiérarchie, tant sur les dossiers en matière de stupéfiants que sur d'autres affaires liées au banditisme. En tout état de cause, c'est quelqu'un sur lequel la hiérarchie s'appuyait et qui était un fonctionnaire de police investi pleinement de ses fonctions à chacune des étapes de sa carrière. Ouais. Ce que la justice semble reprocher à Michel Néret, c'est d'avoir agi en solo, de ne pas avoir averti les magistrats sur le système qu'il mettait en place, ni les magistrats, ni même ses supérieurs hiérarchiques. Lui répond « Mes ennemis, c'était les trafiquants de drogue », entre une saisie de 1,5 tonnes de résine de cannabis et la remise de 200 grammes à un informateur. Faites le compte, moi, j'assume. Justice, toujours. Nadine Develly, une puéricultrice d'Échirolles en Isère, a obtenu gain de cause en appel devant la cour administrative de Lyon. Celle-ci a reconnu un lien entre sa vaccination contre l'hépatite B et le développement d'une maladie musculaire qui lui a valu un arrêt de travail sans indemnité depuis 2010. Écoutez la réaction de son avocat, Maître Gerby. C'est un grand soulagement pour elle d'être reconnue comme victime quelque part de cette vaccination obligatoire. C'est pour elle aussi malheureusement a posteriori la reconnaissance d'une situation professionnelle qui est catastrophique puisque en raison de son arrêt lié à cette vaccination et aux conséquences de cette vaccination, elle a été contrainte à être mise en disponibilité d'office d'abord, puis dans un second temps à être en retraite anticipée d'office. Donc quelque part c'est tout ce processus-là qu'elle a subi qui est invalidé par la Cour d'appel de Lyon. Les victimes de Dentexia ont crié leur colère hier à Lyon. Venus des 4 coins de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, ils espèrent obtenir une indemnisation pour leurs soins dentaires non effectués ou mal réalisés dans ces centres dentaires à bas coût. Ils ont également fait appel au pouvoir public et à l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Daniel Pajonc, Émilie Rousseau. Ils se sont d'abord retrouvés au cœur de Lyon pour déployer une banderole qui crie leur colère. Sans dents, mais pas sans voix, sans dents, mais sans argent aussi. Les victimes du centre dentaire low cost ont ensuite participé à une réunion d'information sur les procédures en cours. 400 personnes flouées et toujours sans soins, dont le président du collectif. On n'avait pas pensé qu'on puisse être escroqué en donnant sa confiance à des centres de santé qui a des pignons sur rue. Donc on est tous pareils. Moi j'ai payé 13 400 € par chèque, tout s'est encaissé. J'ai commencé mes soins en décembre 2012. Ils sont pour partir refaire, je suis infecté tous les jours, je prends des efferalgan. Les sans-dents, comme ils se nomment désormais eux-mêmes, sont épaulés par un cabinet d'avocats. 1 mois après avoir été reçus au ministère de la Santé, un numéro vert a été mis en place, mais aucune expertise légale n'a été lancée. Seul point qui semble progresser, le volet financier. Les suspensions de prêts ont été obtenues et puis les protocoles vont permettre aux gens de ne plus payer des soins qu'ils n'ont pas eu ou qui ont été mal faits. Par contre, sur le volet sanitaire, rien n'est fait. Et si le ministère ne nous aide pas, nous ne pourrons pas, sur le volet sanitaire, faire grand-chose.
Dentexia les a grugés, estiment les membres du collectif, mais leur colère se porte également sur l'ordre national des chirurgiens dentistes. On a des consignes qui sont données de la part de cette tutelle aux dentistes, aux praticiens libéraux, des consignes qui consistent à dire de ne pas nous reprendre en tant que victimes de Dentexia. Et d'un autre côté, on a un mur du silence qui nous est opposé de la part de cette tutelle, puisqu'on ne bénéficie d'aucune consigne claire. Lundi prochain, jour de Pentecôte, les sans-dents grimperont la roche de Solutré, comme le faisait un ancien président de la République, pour faire parler d'eux, le seul moyen de ne pas être oublié des pouvoirs publics. L'affaire Denis Baupin, soupçonné de harcèlement sexuel au sein du parti Europe Écologie Les Verts, après avoir démissionné de la vice-présidence de l'Assemblée nationale et pris congé du parti, il a porté plainte contre Mediapart et France Inter qui ont révélé hier des témoignages d'élus et de collaboratrices du mouvement écologique. Et on apprend que dans le parti, et notamment en Isère, on savait que Denis Baupin avait la main et le verbe lourd. Bonsoir, Gwendoline Delbost-Corfield. Alors, vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous faites partie de celles qui savaient. Que saviez-vous et depuis quand ? Plus précisément, non, je ne savais pas. C'est qu'il y avait des rumeurs, comme elles le décrivent très bien dans l'article à Mediapart. Les femmes faisaient courir des rumeurs, parfois, pas toujours. Donc, dès qu'on arrivait assez haut à Paris, proche des milieux de la direction ou proche des milieux parisiens, c'est vrai que des élus de Paris, c'est vrai qu'on savait, il y avait parfois même des mises en garde sur les femmes en leur disant il vaut mieux pas rester tard le soir avec lui, mais tout cela était de l'ordre du témoignage, était de l'ordre de la rumeur et était de l'ordre du deuxième, voire du troisième main de témoignage. Et c'est remonté aux oreilles de Denis Baupin, ces bruits ? Je ne sais pas ce qui est remonté aux oreilles de Denis Baupin très précisément. Ce que je sais, moi, c'est que c'est des étapes très récentes qui datent de 2015 et 2016. C'est qu'en 2015, il y a une tribune de journalistes qui est envoyée à tous les partis en leur disant, qui s'appelle Bas les pattes, et qui dit il y a des problèmes avec certains hommes politiques. Et à ce moment-là, il y a une discussion qui se fait au sein de la direction des Verts, parce que notamment tous les partis avaient été cités, alors que nous, on pensait peut-être y échapper. Et lors de cette discussion, il apparaît qu'il y a des femmes qui témoignent qu'il y a aussi, dans la direction des Verts, qu'il y a aussi eu un souci chez les Verts. Et à ce moment-là, certains membres de la direction, dont Marie-Zou Djaoudi, donc une militante iséroise et membre de la direction des Verts, décident de mettre en place une ligne téléphonique où on peut appeler un recueil de témoignages si on peut avoir un souci. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de choses qui soient dites par là. Mais il y a une deuxième étape, c'est que là, très récemment, en mars 2016, il y a eu une photo assez épouvantable, d'ailleurs c'est une photo qui est très laide, très glaçante, d'un certain nombre d'élus hommes qui ont pensé que c'était une bonne idée, je ne sais pas si c'est une association qui veut ça, ou qui ont pensé que c'était une bonne idée le jour de la femme de se prendre en photo avec du rouge à lèvres. Et face à ça, une personne qui s'appelle Hélène Debost, qui est une élue du Mans, dans la Sarthe, qui est une militante écolo, qui avait eu des soucis avec Denis Baupin, fait un message sur Facebook en disant qu'elle a la nausée et que pour elle, là, il a dépassé l'indécence. Et elle est alors contactée par des journalistes. Alors, dans l'esprit des gens, le harcèlement sexuel n'est pas forcément une affaire de droit, c'est une affaire privée. Les victimes s'expriment donc rarement, mais il ne faut pas minimiser leur souffrance. Les associations qui défendent les droits des femmes espèrent que l'affaire Baupin va permettre de délier les langues. Voyez ce reportage tourné en Isère par Anne Ediard et Vincent Abran. Mademoiselle, vous êtes charmante. Alors on fait connaissance ? Il est fondé sur des rapports de domination, d'intimidation. T'es bonne, tu sais, tu m'excites. Mais réponds, sale chienne. Le harcèlement sexuel se manifeste partout. Dans les transports en commun, dans la rue, dans les milieux associatifs au travail. Mais on en entend très peu parler, car les victimes, le plus souvent, se taisent. Il y a un sentiment de honte qui est très fort, parce que dans l'imaginaire collectif, effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Donc voilà, il y a ce sentiment, il y a un sentiment de honte qui est très important. Hein. C'est comme dans les violences conjugales. Il y a ce sentiment de honte, d'humiliation, qui est complexe à dépasser. C'est pas évident. Pour dépasser ce sentiment de culpabilité, il faut s'ouvrir à ses proches, familles ou amis, mais aussi faire reconnaître ses droits. À Grenoble, les juristes du Centre d'information sur les droits des femmes peuvent vous y aider. Pour nous, il est très important quand une victime de harcèlement sexuel vient nous voir au CIDF, de lui rappeler tout d'abord qu'elle est victime et que c'est l'auteur du harcèlement sexuel qui est responsable, qui peut être sanctionné, que ce soit dans le cadre du travail, mais aussi au niveau pénal, parce que c'est considéré comme un délit.
Un délit passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Jusqu'à présent, très peu d'affaires se retrouvent devant la justice par manque de preuves. L'association espère que l'affaire Baupin permettra de délier les langues, car le harcèlement sexuel touche à l'intégrité des personnes et il ne faut pas minimiser les souffrances de celles qui en sont victimes. Voilà, et on vient de voir la fameuse photo que vous évoquiez. Alors, délier les langues, libérer la parole, c'est ce que vous attendez de ce scandale ? Moi, les femmes qui ont décidé de parler, 2 femmes notamment qui ont été les premières à lancer le mouvement, Hélène Debost et Sandrine Rousseau, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, effectivement, elles se sont dit, il y a très peu de temps, encore une fois, c'est les 3 derniers mois, elles se sont dit qu'effectivement, elles avaient eu tort de se taire, même si elles avaient pu surmonter ça, parce qu'on doit pouvoir être en sécurité dans les allées de l'Assemblée nationale, comme on doit pouvoir être en sécurité dans le métro, dans le tramway, etc. Et que si on n'est pas capable à ce niveau-là de pouvoir de dire stop et de dire non et de faire savoir ça, comment s'étonner que des jeunes femmes de 14-15 ans ne sachent pas dire non plus à une main sur les fesses ou ce genre de choses. Donc effectivement, c'est d'une extrêmement grande importance que les femmes en politique osent le dire, surtout que c'est un milieu où c'est particulièrement tu, où le secret est plus fort peut-être qu'ailleurs. Est-ce qu'elles en attendent beaucoup de révélations ? Elles avaient en tout cas besoin, elles, de le dire pour ne pas se sentir complices de cela. Et merci à vous d'avoir témoigné pour nous ce soir. Merci. Annecy, plaque tournante de l'héroïne, 2e volet de notre série. Aujourd'hui, Ariane Comte-Savary et Christian Mathieu dressent l'état des lieux de ce trafic d'héroïne qui empoisonne la ville. Un trafic tenu par une mafia albanaise qui s'est répandue dans la région depuis que la Suisse a durci le ton. C'est un trafic qui empoisonne depuis 3 ans la ville d'Annecy. L'héroïne se vend à tous les coins de rue ou presque. Très peu chère, elle est disponible en quelques coups de fil. Il ne faut pas oublier que derrière ce commerce, il y a encore des gens qui meurent. Comment cette drogue est-elle arrivée en Haute-Savoie ? Quelles sont les conséquences pour les consommateurs ? Difficile d'estimer le nombre de toxicomanes dans la région annécienne. Plusieurs centaines au moins. Tous décrivent les mêmes mécanismes d'addiction. À l'époque, on allait en teuf, en rêve, et on prenait des ecstasy, de la cocaïne, tous des trucs qui te boostent. Et pour redescendre en fin de soirée ou début de matinée plutôt, on prenait de l'héroïne pour te faire redescendre en fait. Quoi. Et après j'ai racheté 1 gramme par-ci, 1 gramme par-là, jusqu'au jour où je me suis retrouvé en manque, mais c'était trop tard. Quoi. Là, c'était fini. Quoi. Une fois que j'ai eu les premiers signes de manque, si tu veux, j'ai continué à en racheter pour pas être malade. Et après, c'est le cercle vicieux, tu t'arrêtes plus. Quoi. Et ouais, tu peux aller bien, tu vois, genre ça fait 3 jours que t'as pas tapé, tu commences à aller bien, tu ressens plus le manque et tout. Et genre, tu vas passer genre à côté d'un chiotte public, tu vois, où tu te shootais tout le temps. Et direct, tu vas être en manque. Parce que le moindre endroit qui te rappelle où t'as tapé, ou des fois même d'en parler, tu vois, et c'est bon, t'es en manque, quoi. C'est incroyable la puissance que ça a, c'est dingue. Et pour obtenir sa dose quotidienne, tous les moyens sont bons. Ceux qui travaillent y consacrent une bonne partie de leur paye. Quand elle est dépensée, il reste le vol. Un bon vélo se revend le prix d'un sachet de 5 grammes, 100 €. C'est le prix qu'a payé Nicolas ce jour-là. Bien, merci mon pote. Allez, bonne journée. Ciao. De quoi tenir 2 ou 3 jours. L'héroïne, injectée directement dans une artère, a un effet quasi immédiat. Nicolas s'est longtemps piqué dans les veines, mais avec les années, ce n'est plus possible. Ses bras sont trop abîmés. Je peux plus trouver de veines, je peux plus, tu vois. Et même quand j'en trouve, elles marchent pas, quoi. Ça me défonce pas quand je tape, ça me met juste bien. Comme vous êtes là normal, moi ça me met normal en fait. Et par contre, quand on n'a pas, t'es très très mal. T'es très très mal. Comme c'est une grippe carabinée, quoi. T'as la chiasse, t'as mal au ventre, t'as chaud, t'as froid, tu transpires, t'arrives pas à sortir du lit quand on n'a pas. C'est ça l'enfer avec l'héroïne, tu vois. Il y a encore quelques années, Nicolas achetait sa drogue à Genève. Mais côté suisse,
la répression à l'égard des consommateurs français s'est durcie. Notamment en pratiquant des séquestres de leurs véhicules, les sanctionnant pour le simple fait d'avoir fait acquisition de stupéfiants. Ces moyens qui ont été déployés ont apporté des bons résultats. On n'avait plus, à partir de là, comme par le passé, des secteurs de vente dans lesquels il y avait des queues de voitures immatriculées en France qui attendaient de pouvoir s'approvisionner. Le trafic, contrôlé par une mafia albanaise, s'est en partie déplacé de l'autre côté de la frontière. Là où on avait vraiment une organisation qui était centrée sur le canton de Genève, on a maintenant une pieuvre qui s'étend et qui s'étend assez loin finalement côté français, précisément pour se rapprocher du consommateur. Tu sais, quand tu te drogues, tu vois des Albanais qui arrivent sur Annecy, t'es content, tu te dis ouais, nickel, on n'a plus besoin de bouger, mais c'est pas si bien que ça en fait. Et maintenant, tu as des plans un petit peu partout sur Annecy. Tu en as, je sais pas, 5, 6, 7, je sais pas exactement, mais il y en a un paquet. C'est plus facile à trouver des fois de l'héroïne à Annecy que du shit. 20 € le gramme, 2 fois moins qu'il y a 3 ou 4 ans. Des points de vente ouverts en permanence. Les conséquences sont désastreuses. On a aussi un nombre d'auditions de jeunes toxicomanes qui, face à ce harcèlement agressif, face aux propositions tarifaires intéressantes qui leur sont faites, finissent par craquer et qu'ils le disent aux policiers ou aux gendarmes. J'en étais presque sorti, j'étais presque tiré d'affaire, mais ça devient tellement intéressant, j'ai craqué et j'ai replongé. En janvier dernier, à quelques kilomètres d'Annecy, un père de famille de 50 ans est mort d'une overdose. Il a laissé une femme et un enfant de 8 ans. Tout autre chose maintenant, avec une idée bien dans l'air du temps, en Haute-Savoie toujours, une bande de copains a créé Mamie Casse-Croûte, un concept de déjeuner participatif, simple, convivial, peu onéreux. C'est un peu comme à la maison. Ingrid Pernet-Duparc, Christian Mathieu. Une quichette au four, une salade est prête, il reste une quiche et une salade. Il faut mettre la table, mais je ne sais pas s'ils veulent manger dehors ou dedans. Geneviève reçoit dans 10 minutes. Elle joue la mamie gâteau et s'apprête à recevoir 4 personnes. J'ai complètement changé de vie, moi, et j'avais vraiment envie de faire plaisir aux autres, et ça en fait partie. Moi, j'ai vécu faire la gamelle tous les soirs, quand on a le temps de la faire. Quand on n'a pas le temps, c'est la panière, McDo, et puis des fois, on ne mange pas du tout. Et vraiment, ras-le-bol, mal mangé. Avec Mathieu, son mari, elle a donc décidé de s'inscrire sur le site de Mamie Casse-Croûte et de faire profiter à des salariés pressés de sa vraie pause déjeuner. Ouais, après le rond-point, vous avez des espèces de conteneurs sur la gauche. Et on est juste après sur la droite. Venir chez Geneviève, c'est un peu comme venir chez les amis dans la maison de campagne pour la première fois. Cela se mérite. Et pour une pause de midi, c'est sacrément dépaysant. Geneviève. Je vous embrasse alors du coup. Ça va? Oui. C'était pas prévu. Bonjour. Nous vraiment ce qu'on recherche c'est la convivialité. C'est d'aller chez les gens, un bon petit plat. Et puis voilà, et puis on sort un petit peu des sentiers battus. Mais on fait... Alors, c'est pas la guerre à la malbouffe, mais c'est vrai que si on peut manger chez soi, c'est quand même mieux qu'ailleurs, effectivement. Un mamie casse-croûte, surtout à cette vue, quoi. Et pour 10 €, chacun y retrouve ses goûts, de la simplicité et du partage. Michael, David et Steve ont déjà répertorié une trentaine de casse-croûteuses prêtes à mettre la main à la pâte. Et le comble, c'est qu'elles sont toutes actives. Les mamies retraitées sont, paraît-il, aujourd'hui beaucoup trop occupées. Faites vos menus, rien ne va plus. Ils sont bons. En Isère, la caravane du Cirque Pinder est arrivée hier à Grenoble pour une semaine. Elle a planté son chapiteau sur l'esplanade de la Porte de France, une installation éclair qui répond à une organisation extrêmement minutieuse. Denis Duguet, Jean-Pierre Rivet. Pour qu'un grand cirque s'installe, il faut d'abord disposer d'un espace proche du centre-ville, facilement accessible. Mais le plus important, c'est la taille. Car l'arrivée d'un cirque comme Pinder ne passe pas inaperçue. Près de 150 personnes, une quarantaine de camions caravanes, 33 semi-remorques, un convoi long de 4,5 km, un village éphémère qu'il faut installer avec précision. En fonction de la place et en fonction des disponibilités qu'on a sur la place, je veux que surtout dans un premier temps, toutes les bêtes aient des grands enclos extérieurs pour pouvoir sortir et tout de suite, une fois qu'on est arrivé sur la place, monter les enclos et les faire sortir des véhicules dans lesquels ils sont transportés. Pendant que certains prennent l'air, d'autres s'activent. Une ruche où chacun joue un rôle précis sous l'œil du patron,
véritable chef d'orchestre, mais aussi sous le contrôle de Marie-Laure, la chargée de projet de la ville de Grenoble, qui de son côté doit anticiper avec plusieurs semaines d'avance. On fait tout un travail en amont avec les riverains, les commerçants, les usagers, avec de la communication et tout, les panneaux aux entrées de ville, comme quoi, voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Et après on a toute la partie logistique de travail en amont, de déplacer donc les poteaux, les GBA, d'interdire le stationnement, la partie réseau d'eau, réseau électricité, donc faire le lien pour l'implantation du chapiteau, de manière à ce qu'on n'ait pas un chapiteau qui s'implante et qui nous pète nos réseaux. Le cirque s'adapte au lieu qu'il accueille, mais l'installation respecte certaines règles, notamment au niveau des emplacements des différents espaces de vie des animaux et des humains autour du grand chapiteau. Le montage nécessite 3 heures de travail et le démontage 1 heure. Une opération lourde et complexe qui s'effectue même quotidiennement quand arrive l'été. Durant juillet et août, les 2 mois d'été, on monte ce chapiteau de 2000 places le matin, on le redémonte le soir pour le remonter le lendemain matin à 100-150 km plus loin. Pinder, à l'heure actuelle dans le monde, est certainement une des dernières aventures de notre siècle. Et ça, par contre, c'est sûr, on épate les Américains, on épate tous les cirques mondiaux. Jusqu'à lundi prochain, Pinder fera son cirque à Grenoble sur l'esplanade de la Porte de France. Première apparition de Monsieur Loyal, ce soir, à 19h30. À suivre la météo, puis l'édition nationale. Bonne soirée, merci de votre attention et à demain.